Bonjour tout le monde et bienvenue sur Strategic Labs, la chaîne où nous analysons en profondeur les idées, les récits et les stratégies derrière les documents. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le matériel que nous avons sur la table. Avant de commencer, merci de laisser un j'aime, de partager l'émission, de s'abonner à la chaîne et de se rappeler de vérifier la description pour les liens d'accès au matériel original. Merci pour l'introduction. Et bonjour à tous. Alors, pour commencer, j'aimerais qu'on imagine un instant une scène, une nuit d'automne, en plein cœur de Paris. Ouais, Une cellule d'espionnage étrangère est sur le point de pirater les communications les plus sensibles du ministère de la Défense. c'est le genre de scénario d'habitude réservé aux films, ça. Exactement. Sauf que là, l'opération est neutralisée, les agents sont arrêtés, le matériel est complètement saisi. Et le lendemain, Rien du tout. absolument rien dans les journaux. Pas une seule ligne. Et aujourd'hui, on explore justement pourquoi la France considère que la véritable puissance mondiale, la plus absolue, c'est celle qui demeure totalement invisible. Oui, c'est un sujet d'une profondeur vraiment remarquable en fait. On explore une dimension de la géopolitique qui par nature est conçue pour nous échapper totalement. Tout à fait. Et les documents qu'on examine aujourd'hui, notamment le livre d'Edward H. Whitmore, Covert Operation Series France, ils dévoilent une architecture du pouvoir très très particulière. Et la thèse centrale de cet ouvrage prend totalement à contre-pied la perception du grand public, je trouve. Il y a ce mythe persistant qu'on voit souvent dans les fictions anglo-saxonnes, d'une France un peu reléguée au second plan dans l'espionnage mondial. Ouais, la fameuse diplomatie de salon. Voilà. On les imagine très doués pour les dîners mondains, mais en retrait sur le terrain de l'ombre. Or, Whitmore démontre que cette sous-estimation, c'est une arme fabriquée de toutes pièces. C'est délibéré, ouais. Totalement délibérée. Le pays utilise le silence pour garantir son autonomie stratégique. Bon, décortiquons tout ça. Allez-y. En lisant ces pages, j'ai eu l'impression que la stratégie française, c'est l'art d'un grand illusionniste. Ah, l'analogie est bonne. On laisse le public mondial se concentrer sur les clichés culturels, la romance, la gastronomie, pendant que la véritable action décisive se déroule dans l'ombre avec l'autre main. Ce qui est fascinant ici, c'est que ce n'est pas du tout un manque d'ambition. C'est une doctrine méticuleusement élaborée autour du déni plausible. Le fameux plausible deniability. C'est ça, cultiver l'image d'un acteur secondaire, c'est un atout tactique énorme. La mécanique psychologique est simple en fait. C'est-à-dire, Quand vos adversaires estiment avoir affaire à une puissance moyenne, qu'est-ce qu'ils font? ils baissent leur garde. Exactement. Leur protocole de contre-espionnage se relâche. Et ça offre aux services français un espace opérationnel gigantesque. Parce qu'ils échappent à l'examen public étouffant que subissent les superpuissances comme les États-Unis par exemple. Voilà, le moindre mouvement américain est scruté par la terre entière. Là, c'est l'invisibilité par la banalité, en quelque sorte. Mais attendez. Pour maintenir cette gigantesque illusion à l'échelle d'un État, il faut une structure interne qui défie la logique habituelle, non? Ah oui, complètement. Parce qu'on ne peut pas opérer comme un fantôme si tout le monde pointe à la même heure dans un bâtiment unique avec un organigramme hyper clair. Non, ça ne marcherait jamais. Comment c'est structuré concrètement? C'est là qu'intervient l'architecture labyrinthique du renseignement français. C'est un écosystème volontairement fragmenté. Fragmenté comment? Pour faire simple, vous avez la DGSE pour l'extérieur, ensuite la DRM, le renseignement militaire, qui collecte des données tactiques. Satellites, électromagnétiques, etc. Oui, voilà. Ensuite, à l'intérieur du pays, c'est la DGSI qui traque les espions étrangers. Et enfin, la DRSD, qui protège les installations militaires. D'accord. Mais je me permets de vous arrêter parce qu'en lisant cette répartition, moi, mon premier réflexe, ça a été le scepticisme total. Ah bon? Pourquoi? Créer intentionnellement des agences qui empiètent sur les plates-bandes des autres parce qu'elles se chevauchent, c'est bien ça, hein. Oui, consciemment. N'est-ce pas la recette absolue pour un désastre bureaucratique? On imagine des agents qui se cachent des infos au lieu de collaborer. C'est la critique la plus logique, évidemment. Mais l'analyse de Whitmore démontre que cette friction est désirée. Ça crée ce qu'il appelle un secret distribué. Un secret distribué. Imaginez un navire avec des compartiments étanches. Si l'eau rentre dans un compartiment, le reste du navire ne coule pas. D'accord, je vois l'image. Sur le plan institutionnel, si une opération échoue, l'ambiguïté administrative empêche les adversaires de remonter facilement jusqu'au sommet de l'État. Ça dilue la responsabilité, en fait. Exactement. Et ça protège le pouvoir exécutif. Et puis, aucune agence ne détient tout le puzzle. Si un agent est retourné, il ne compromet qu'une petite fraction du tableau. Donc l'apparente inefficacité est un bouclier tactique. C'est brillant. Et d'ailleurs, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Les documents détaillent des cas pratiques. Oui,
pour voir comment ça se traduit sur le terrain. Je repense à cette fameuse opération urbaine à Paris. Le nom de code, c'était le Ruisseau, c'est bien ça? Ah, l'opération Le Ruisseau, absolument. L'environnement urbain devient une arme de camouflage actif. La mécanique de cette nuit-là est folle. On est sur le quai Voltaire. Une cellule étrangère a mis au point un dispositif pour siphonner les câbles diplomatiques. Des câbles très sensibles près du ministère de la Défense. Et ces agents étrangers opéraient avec une confiance aveugle parce qu'ils sous-estimaient le contre-espionnage français. L'illusion dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Sauf que les services français les suivaient à la trace depuis des semaines. Et la neutralisation, aucune rue bloquée, pas d'armes à feu. Un silence clinique. Ils les ont encerclés dans un café près de la place Vendôme. Ils ont brouillé les transmissions, confisqué les clés USB cryptées cachées dans des batteries d'appareils photo. C'est ça. Et pas un seul client du café n'a levé les yeux. Et le pourquoi de ce silence est fondamental. Si l'État avait convoqué la presse, ça aurait provoqué une crise diplomatique énorme. Le pays adverse aurait dû riposter par fierté. Exactement. En choisissant l'éradication silencieuse, la capacité ennemie est détruite, mais le statu quo diplomatique est préservé. L'adversaire sait qu'il a perdu, point final. Mais si cette discrétion fonctionne à Paris, comment elle se déploie à l'échelle d'un continent? Je pense à l'Afrique, le Sahel, le Tchad, le Congo. C'est un terrain très différent. Mais si l'on relie cela à la vision d'ensemble, on constate que l'Afrique est le théâtre où le renseignement fusionne avec les impératifs de survie économique. L'uranium, le pétrole. Voilà. Et la doctrine de l'ombre s'adapte. Plutôt que de maintenir des armées d'occupation massives qui ruineraient l'image de la nation, on utilise des capteurs humains profondément infiltrés. Des agents intégrés au tissu social local. Oui, ils tissent des liens avec des chefs de faction, orientent les rivalités, interceptent les communications pour anticiper des crises. Mais je vais me faire l'avocat du diable, là. Quand on voit l'actualité récente, les coups d'État dans le Sahel, qui ont surpris tout le monde. Ouais, c'est vrai. Pas magique. Il offre des leviers invisibles, mais il ne peut pas compenser un rejet politique profond. Une vraie dynamique sociale lourde. Quand le ressentiment bascule totalement, même les meilleurs réseaux clandestins se retrouvent paralysés. Le renseignement fixe les règles, mais il n'écrit pas l'histoire seul. C'est une nuance super importante. Et pour comprendre comment cette expertise s'est forgée, les documents reviennent sur un traumatisme majeur. La guerre d'Algérie. Oui, le creuset de cette doctrine moderne. C'est atroce de voir à quel point l'histoire militaire et la doctrine de l'ombre sont liées ici. C'est vraiment le point de bascule. La guerre d'Algérie a été un laboratoire d'une brutalité inouïe pour les ancêtres de la DGSE, le SDCE. Face au FLN, qui opérait en guérilla urbaine décentralisée, les méthodes classiques ne marchaient plus. Donc l'armée s'est transformée en machine de renseignement massif, la fameuse guerre révolutionnaire, conquérir les esprits, pas le territoire. Et le livre ne masque rien. Pour briser le secret des réseaux, des figures comme le général Massu ou Trinquier ont franchi toutes les lignes rouges morales. L'infiltration extrême, la guerre psychologique. Et la torture institutionnalisée lors de la bataille d'Alger. La terreur pour extraire l'info. Les cellules étaient démantelées, oui, mais à quel prix moral? Un prix exorbitant. Ça a fracturé la société et isolé le pays diplomatiquement. Mais c'est précisément ce désastre qui constitue la genèse de l'approche moderne. La leçon a été retenue. Une leçon amère, oui. L'utilisation ouverte de la brutalité détruit toujours la légitimité. Les victoires tactiques visibles deviennent des défaites stratégiques globales. Donc, ils ont compris qu'il fallait agir sans laisser de traces sanglantes. Exactement. L'obsession d'aujourd'hui pour la furtivité absolue, c'est la cicatrisation directe de la plaie algérienne. C'est vertigineux de voir qu'un tel échec moral force la création d'une ingénierie de la discrétion. Et ce besoin de contrôler son destin nous mène à un autre pilier du documentaire, l'autonomie stratégique mondiale. Le programme nucléaire notamment. L'aventure du nucléaire français. La force de frappe. C'est fou, on s'imagine que ce sont juste des physiciens dans des labos, mais le commissariat à l'énergie atomique travaillait main dans la main avec les services secrets. C'est un chef-d'œuvre de tromperie institutionnelle face aux Américains et aux Soviétiques. Pour résumer la chose, j'ai une analogie, c'est comme faire partie d'un travail de groupe à l'université. Ouais. Tout le monde se dispute sur la présentation, mais vous faites vos propres recherches secrètes en parallèle pour ne jamais dépendre de la note finale des autres. C'est exactement ça. Cultiver l'illusion du retard technologique tout en orchestrant un espionnage massif. Et c'est ce qui explique le retrait du commandement de l'OTAN en 1966 ? Tout à fait. Ce n'était pas un caprice de De Gaulle, c'était un refus structurel de soumettre le renseignement français aux agendas américains. Garder les mains libres pour opérer sans demander la permission. Mais tout ça, c'était pendant la guerre froide. Le monde a changé. Le terrain de jeu a muté, oui. Et ce qui frappe dans la suite du livre, c'est que l'ADN du déni plausible s'adapte parfaitement au cyberespace.
Il y a cet exemple au début des années 2010. L'opération en Afrique de l'Ouest. Oui, contre un réseau de trafic d'armes. C'est un cas d'école. Au lieu d'envoyer un commando physique, il déploie du spear phishing, de l'hameçonnage ultra ciblé. Concrètement, un profil psychologique, un faux email d'un collègue, un code malveillant. Et hop, les flux financiers sont gelés, les bases de données corrompues, le réseau s'effondre de l'intérieur sans aucune attribution publique. Personne ne peut prouver d'où vient la frappe. C'est magnifique, stratégiquement parlant. On détruit un adversaire et on lui serre la main le lendemain. Cela soulève une question importante, cependant. Laquelle? Comment des services basés sur le contact humain, la ruelle sombre, le psychologique, gèrent-ils l'arrivée de l'IA et de l'informatique quantique? Ah oui, les océans de métadonnées. Le livre mentionne d'immenses investissements dans la cryptographie post-quantique. Est-ce qu'un ordinateur quantique mature, ça casse tous les codes actuels en quelques heures? Et si un ennemi lit vos ordres de mission en direct, le déni plausible, c'est terminé. C'est l'effondrement du théâtre de l'invisibilité. L'enjeu est donc mathématique aujourd'hui. L'IA ne va pas remplacer l'agent, elle va isoler les anomalies pour que l'agent humain exploite la faille psychologique. Une fusion entre le calcul brut et la manipulation humaine. Exactement. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Si on rassemble toutes ces pièces, d'Alger au code quantique, en passant par les cafés parisiens, le constat est clair. Lequel selon vous? La véritable force géopolitique, ce ne sont pas les menaces sur les réseaux sociaux ou les parades militaires. La puissance suprême, c'est le silence calculé. L'autonomie, c'est d'avoir la liberté d'agir sur le monde sans jamais être vu. Le tour de l'illusionniste est complet. L'image rassurante d'un côté, la mécanique des ombres de l'autre. C'est fascinant. Mais pour clore cette analyse, je me suis fait une réflexion. Je vous écoute. Aujourd'hui, on entre dans l'ère du panoptique numérique absolu. Des satellites en orbite basse, la biométrie partout, l'IA qui croise nos données. La transparence forcée, oui. Est-il encore humainement ou technologiquement possible pour une nation entière de rester invisible? C'est une excellente question. Ce modèle de compartimentation, est-ce le dernier rempart de la souveraineté ou les derniers soubresauts d'une doctrine vouée à disparaître face à la lumière crue de la technologie globale? C'est une question vertigineuse que je laisse à notre audience. Une très belle piste de réflexion. Nous sommes arrivés à la fin de cette analyse. Si cette émission a ajouté de la valeur à la journée, merci de laisser un j'aime, de la partager et de s'abonner à la Strategic Labs pour que nous puissions continuer à déconstruire les récits. Il ne faut pas oublier de vérifier la description de la vidéo. À la prochaine analyse.